Bonjour, voilà, nous sommes le 31 décembre, c'est une capsule promise en principe avec neige, et neige il y a, comme vous pouvez voir. Elle est tombée en abondance toute la deuxième partie de la nuit, il ne fait pas très froid, donc ça fondit un peu maintenant à 15 heures, en plein après-midi, mais le gel arrive pour les prochains jours, donc neige il y aura encore pendant longtemps. Donc, il s'agit ici du troisième opus sur ma série, mais j'ai appelé ça un hors-série, donc sur une petite parenthèse que je vous propose pendant les fêtes au sujet des sucres. Sucres hautement discutés, hautement controversés, hautement interpellant, et donc visiblement il y a une forte demande pour davantage d'explications et une troisième capsule. Alors je vous situe un petit peu le contexte. Donc je vous dis, il est plus de 15 heures, on va vers l'heure fatidique de 16 heures, vous voyez où je veux en venir, hein, et non, je n'ai pas d'envie de sucre. Et pourtant, j'ai terminé de manger hier vers 20h. Un peu plus tard, j'ai été faire quelques courses. D'habitude, j'essaie de finir à 18h quand ça se met, mais ce n'est pas toujours possible, évidemment. Et donc, en fait, de 20h à 15h, bientôt 16, mais vous avez fait le compte, je m'approche de ma 20e heure de jeûne. Et donc, je m'approche de cette heure fatidique de 16h, où tout le monde me dit, et me répète, et insiste. Et quoi que je dise, on revient avec ce besoin de fruits, de sucre, de chocolat à 16 heures pour des raisons, je vous avoue, qui m'échappent totalement. Alors que vous ayez envie de sucre à 16 heures, oui. Mais c'est parce que vous avez habitué votre organisme à fonctionner en brûlant des hydrates de carbone. Tout ça démarre avec un petit déjeuner souvent toxique. Et d'ailleurs, je vous renvoie à mes blogs qui sont sur mon site internet où je vous parle des petits déjeuners toxiques. Et donc, ces petits déjeuners où on commence par du sucré vous envoient systématiquement dans des fluctuations de glycémie absolument fatales parce que entre les repas, vous avez des envies de sucre. Et alors, on me parle toujours de 16 heures, mais il y a aussi le 11 heures, le petit encas de 11 heures. Et là aussi, ça se termine souvent par du sucré, si on n'a pas la bonne approche. Et alors, vous me direz, non, à 11 heures, je résiste, dans le temps, je prenais un biscuit, etc. Mais quand j'enquête chez mes patients qui ont une hémoglobine glycosylée trop élevée, et il y en a beaucoup, vous entendez Goliath, hein? Goliath est là, je vous montrerai un peu à la fin. Il affronte la neige, il s'est sacrifié pour cette vidéo neigeuse pour que vous ayez un beau reportage de Nouvel An. Enfin bon, je crois qu'il aime bien aussi parce que là, il gambade bien. Et donc, ces envies de sucre en milieu de matinée, peut-être certains me disent non, je résiste. Ce n'est pas le cas. J'ai perdu cette habitude. En fait, on se rend compte qu'ils prennent une tasse de café au lait. Et dans le lait, il y a du lactose. Et donc, il y a du sucre. Je vous montre un peu Goliath. En arrière-plan. Voilà Goliath. Vous voyez qu'il est bien dans la neige. Et donc, voilà, le sucre, il y est d'une manière ou d'une autre. Et alors, quand vous me dites, oui, mais alors je mets un édulcorant, vous savez, l'édulcorant, il active les récepteurs au goût sucré. Il a exactement les mêmes défauts. Vous avez vu l'enthousiasme de Goliath, hein, ça vaut la peine de le souligner. Et donc, non, tout ça n'est pas bon. Entre les repas, on peut évidemment s'offrir un snack. Je ne suis pas contre le snack de 16 heures. Je crois que beaucoup parmi vous sont d'accord d'un snack à base d'oléagineux. Mais la question qui revient sans cesse, c'est le fruit et le chocolat. Bon, alors, on va essayer d'être raisonnable.
Moi, je ne suis pas du tout pour des snacks sucrés, ni même à base d'hydrate de carbone, donc de féculents, hein, ou encore de glucides. Hein. Je vous rappelle toute cette famille qui comprend les végétaux. Les végétaux, à de rares exceptions près, comme l'avocat et l'olive, sont quand même à base d'hydrate de carbone, à base de féculents. Certains peu, comme l'asperge par exemple, évidemment, il y a très peu d'hydrate de carbone dans l'asperge ou dans le concombre, mais d'autres beaucoup. Et alors on parle à ce moment-là de légumes farineux. Okay, donc ça c'est le navet, c'est le panais, ce sont les radis, ce sont les carottes, ce sont les topinambours, le céleri rave, les salsifis, oui, il y en a beaucoup, sont des légumes racines ou alors des tubercules. Et en fait, on peut mettre dans cette catégorie-là la pomme de terre et la patate douce. Hein. Le topinambour rentrerait plutôt dans cette catégorie. On peut aussi mettre la betterave. Et puis, bon, il faut bien dire que certains légumes sont quand même assez nourrissants, assez riches en hydrates de carbone du côté du potiron, du potimarron, j'ai un peu du mal avec les noms anglais, écoutez, je ne tombe plus sur la version française, c'est pas grave. On pourra dire potiron. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a aussi les courgettes et les aubergines qui sont quand même assez nourrissants. Bon, donc tout ça, ce sont des hydrates de carbone. Alors, il y en a des meilleurs que d'autres, mais il vous faut quand même, évidemment, un minimum d'hydrates de carbone dans votre ration. Je ne suis pas contre les légumes farineux. Je préfère en fait les légumes farineux, en général, aux céréales pures et dures que sont les céréales à gluten, blé, seigle, orge, épeautre. Épeautre contient du gluten, hein. J'entends parler beaucoup d'épeautre, ok. Mais pas si vous êtes intolérant au gluten ou pas si vous souffrez d'une maladie cœliaque ou de quelque chose qui s'en approche. Et puis alors, les céréales sans gluten, que sont le riz et le maïs, hein, surtout, bon, le millet aussi, il y en a d'autres, hein, le riz sauvage qui n'est pas du riz. Tout ça sont des céréales. Et puis alors, il y a les pseudo-céréales, typiquement le quinoa et le sarrasin, l'amarante aussi, hein, qu'on utilise. Le problème, c'est qu'il y a des effets marketing qui vous font croire que le quinoa, c'est de la protéine. Bon, excusez-moi, mais le quinoa, c'est un féculent. Hein. C'est une pseudo-céréale, d'accord. C'est plus nourrissant que le riz. Hein. On peut remplacer le riz par du quinoa. Il y a plus d'éléments nutritifs dans le quinoa que dans le riz, un petit peu plus d'acide aminé, mais ça reste un féculent, à coup sûr. Le sarrasin peut remplacer le blé, c'est plus riche aussi. Vous le voyez d'ailleurs en cuisant des pâtes au sarrasin, il y a beaucoup de choses qui apparaissent et qui rendent l'eau un peu brunâtre. Tout ça n'est pas mauvais, mais le sarrasin est un féculent. Okay. Et donc, plutôt que ces féculents purs et durs, quand il s'agit de réduire sa portion d'hydrate de carbone, j'aime bien que vous vous tourniez vers des légumes avec un mélange de légumes racines, de tubercules et de légumes alors moins farineux. Il y a le cas de la pomme de terre qui se décline. Alors là, ici, la dernière fois que je suis passé, c'est il n'y a pas longtemps, il y a un arbre qui s'est effondré. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus loin pour ne pas devoir... Mais je ne peux pas inverser le... Allez, Goliath, viens, on grimpe. Je ne peux pas inverser le sens du tournage, donc je ne peux vous montrer pour le moment que vers l'arrière. Et vous voyez, il y a ce... Alors, est-ce que j'ai fait des progrès dans l'utilisation de mon
stabilisateur, peut-être, hein, vous voyez. Voilà, crac. Et maintenant il y a la neige qui tombe dessus des arbres parce qu'il y a un peu de vent. J'ai mis ma bonnette anti-vent sur le micro, donc vous ne devriez plus être gêné par le vent. Je suis désolé pour la dernière capsule, mais j'avais eu un problème avec cette bonnette qui s'était déchirée. Voilà, elle a été recousue et elle est bel et bien présente. Je crois qu'elle remplit son office aujourd'hui, mais il y a évidemment beaucoup moins de vent que l'autre fois. Donc, les pommes de terre, ça c'est intéressant parce que ça va du meilleur au pire. Le pire, c'est la purée de pommes de terre parce que vous écrasez tout ça, ça devient vraiment très glucidique. Donc, ça fait exploser votre glycémie. La purée de pommes de terre, c'est bien, c'est sympa. Moi aussi, j'aime bien, mais j'essaie de ne pas en manger parce que c'est calamiteux. Ça va déjà mieux si vous mélangez avec d'autres légumes. Hein. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des potés en Wallonie. Je ne suis pas certain que mes auditeurs français comprennent ce mot-là. Enfin bon, voilà, c'est un mélange de pommes de terre et d'autres légumes, ce qui améliore déjà un peu la situation, puisque les autres légumes amènent des fibres. Mais ce qui est alors le nec plus ultra, c'est de prendre des pommes de terre jeunes, pas trop cuites, un tout petit peu al dente. Vous les tranchez une fois qu'elles ont été bouillies à l'eau, vous les mettez au frigo et vous en faites une salade de pommes de terre le lendemain, voire le surlendemain, ça se garde très bien. Et alors ça, d'abord, c'est délicieux, absolument délicieux. Moi, je trouve ça fabuleux. Vous direz c'est froid, parce que si vous réchauffez, alors là, vous reperdez l'avantage. L'avantage, c'est de fabriquer ce qu'on appelle du resistant starch. Donc, ce sont des féculents. Starch, c'est féculent, mais résistants, ce que vous pouvez parfaitement vérifier à la main, si je peux dire, en tiraillant dessus. Vous avez une consistance qui n'a rien à voir avec la pomme de terre. C'est un peu élastique, comme ça. Je pense que ça pourrait contribuer à donner le bon goût. Et je crois aussi que, je suis même certain que c'est infiniment mieux sur le plan index glycémique et sur le plan impact sur votre glycémie et sur vos taux d'insuline. Et surtout, ça convient très bien aux bactéries intestinales. Donc, c'est en fait ce qu'on appelle un prébiotique. Hein. Les prébiotiques nourrissent les bactéries intestinales. Terme basé sur celui de probiotique qui est une supplémentation qui correspond à une supplémentation en bactéries intestinales. Prébiotique, la salade de pommes de terre, la fameuse Kartoffelsalat allemande, eh bien ça c'est une très très bonne idée. On critique toujours la cuisine allemande, il y a de très bonnes choses à aller chercher, en voilà une. Donc, voilà, je vous ai un peu balayé tous les hydrates de carbone, tous les glucides. Je n'ai pas encore parlé, il faut que j'en parle brièvement, des légumineuses, hein, qu'on appelle aussi parfois les légumes secs. Mais bon, ça c'est plutôt, je ne sais pas, en hiver, quand ils sont frais, on parle de légumineuses. Et ça, c'est très avantageux comme féculent. C'est encore arrangé dans la catégorie des féculents, mais c'est un féculent beaucoup plus intéressant. Ah, voilà un petit chien. Féculent beaucoup plus intéressant parce que ces légumineuses contiennent aussi des fibres et des protéines. Et donc, il y a plein de choses qui vont améliorer... Oui, hein. Il n'y a pas grande amitié pour ce petit chien-là. Bon. Les légumineuses sont vraiment à remettre un peu au goût du jour parce que je vous dis, ça vous nourrit, ça vous remplit bien. Il y a des fibres, donc c'est un très, très bon élément anti-constipation. Et puis, il y a des protéines. Et donc, une soupe de lentilles peut parfaitement être mangée seule. Une soupe de tomates ne peut pas. Une soupe de tomates, avec des tomates, ce sont des hydrates de carbone purs et durs. Et donc, ça va vous faire un pic de glycémie. Vous ne pouvez pas commencer votre repas avec une soupe aux tomates. Ou alors, bien entendu,
vous pouvez y ajouter des boulettes de viande. Oui. Et alors, il n'y a pas de problème, il y a de la protéine et la soupe tomate additionnée de boulettes de viande, ce qui est, je pense, relativement classique, vous donnera un bon effet. Les soupes traditionnelles sont toujours des soupes avec des protéines. De la poule, du bœuf bouilli, tout ça est lacéré en petits morceaux, des coquillages, des crevettes, des poissons, ou alors des légumineuses, des soupes avec des légumineuses. Même dans un minestrone, il y a des légumineuses. Hein. Bon, évidemment, s'il y a des pâtes, là, ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous ajoutez des légumineuses en quantité suffisante, tout ça convient. Donc, tout se ramène avec ces sucres et ces glucides. Hein. Mais quand on dit sucre, on inclut les glucides, parce que les glucides deviennent du sucre. Qu'est-ce que vous croyez qui constitue une boulette de mie de pain? Que pensez-vous qu'il y a là-dedans? De pain blanc. Bon, pain gris, pas beaucoup mieux, il y a un peu de fibres, ok. Quelques vitamines B, mais bon, si le pain gris était une source intéressante de vitamine B, ça se saurait. Enfin bon, ne critiquons pas tout. Mais le pain, on va dire en général, le pain classique, donc à base de blé par exemple, ou de seigle, hein, c'est pareil. Que croyez-vous qu'il y a dans ces glucides-là? C'est du glucose. C'est du glucose. Selon le type de glucide, il peut y avoir un peu de fructose, mais c'est essentiellement du glucose. De toute façon, le fructose, ça a ses problèmes aussi. Hein, ça, on en reparlera dans une capsule dédiée au fructose tôt ou tard. Peut-être bientôt, tiens. Encore un sucre, ça. Hein. Donc, ces glucides, de manière générale, posent problème quand ils sont pris seuls, ou quand ils sont pris entre les repas, ou quand ils sont pris au début du repas. Parce que je vois des gens qui font des efforts. Quand c'est bien fait, les efforts paient. Okay? Les taux d'hémoglobine glycosylée, ici on est sur un pont, Goliath n'apprécie pas du tout cette affaire-là. J'essaie de vous le montrer parce que ça vaut la peine. Je vais y arriver, non? Je ne suis pas encore tout à fait au point, comme vous pouvez voir avec mon engin. Hein. Bon, il faut dire que j'ai un peu froid à la main. Et pas de gants, évidemment. Donc, bon voilà, il a passé le cap du pont. Et vous l'entendez, sa petite clochette. Donc, ces hydrates de carbone doivent être pris avec des protéines qui vont freiner l'absorption et éviter les pics de sucre. Ils vont stabiliser votre glycémie et donc on va avoir un bon impact sur l'hémoglobine A1C, alias hémoglobine glyquée ou hémoglobine A1C glyquée, glycosylée, on dit aussi. Tout ça sont les synonymes. Alors pourquoi A1C? Bon, ça, peu importe, mais c'est ce qu'on trouve dans les résultats. C'est souvent sous forme d'une abréviation HbA1c. Et, vous voyez Goliath dans le fond, cette HbA1c est un élément primordial que énormément de médecins ne parviennent pas à tester chez leurs patients. Je ne sais pas trop pourquoi. Hein, et donc, voilà, c'est un peu énervant que je vois énormément de patients venir avec des bilans métaboliques, où il y a un peu tous les paramètres, sauf évidemment l'HbA1c qui typiquement va manquer. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que l'HbA1c est un élément absolument primordial. L'hémoglobine glycosylée, plus elle est élevée, plus elle va, comme je le dis toujours, caraméliser votre cerveau, le transformer en barbe à papa. C'est vraiment un paramètre à surveiller de près pour éviter la neurodégénération et les maladies neurodégénératives en général, typiquement évidemment Alzheimer, mais aussi les démences de manière plus générale.
Et on a des preuves absolues, des études extrêmement poussées, notamment de l'université de Munich, sur un lien direct mais inverse entre l'hémoglobine glycosylée et la mémoire. Donc, chez les gens qui prennent de l'âge, mais bon, je ne vous parle pas nécessairement de 90 ans, hein, de 90 ans, hein, à partir de 60 ans, et donc là j'y suis, plus l'hémoglobine A1C est élevée, plus la mémoire est basse. Donc ça c'est très ennuyeux, et c'est pour ça que je suis très très vigilant là-dessus. Pas question de perdre ma mémoire, ni celle de mes patients, et donc on veut une HbA1c la plus basse possible. Et donc les chiffres repères, c'est 5,8% prédiabète, 6,5% diabète. Donc on veut évidemment être en dessous de 5,8%, mais il y a des différences en fonction de l'âge, et donc vous prenez votre décennie de vie, donc 50 ans et des, il faut être en dessous de 5,5. Dans la quarantaine, en dessous de 5,4, etc., etc. Évidemment jusqu'aux enfants où, idéalement, il faudrait être aux alentours de 5%. Hein. Parfois un petit peu plus de marge de manœuvre pour les gosses, mais que de problèmes chez les enfants qui mangent trop de sucre et où l'HbA1c est déjà beaucoup trop élevé. Et donc, c'est un paramètre très important qu'il faut absolument faire doser. Et alors, mon expérience, et elle est copieuse, correspond à comment faire chuter cette HbA1c quand elle est trop élevée. Et je vous dis de nouveau, elle est trop élevée. Si vous voyez quelqu'un avec du ventre, avec de la graisse abdominale, l'HbA1c va être trop élevé. Probablement l'insuline aussi. Okay, mais c'est lié, évidemment. Donc, pour faire baisser cette hémoglobine glycosylée, il fait froid, eh bien, c'est ce que je vous explique sans relâche, mais je ne suis pas toujours bien compris, je ne suis pas toujours bien suivi. On me parle de jus d'orange en début de journée et de pommes à 16 heures. Alors là, je vous dis que pour l'HbA1c, là, pour l'exploser, là, ça, c'est la bonne recette. Là, c'est vraiment la recette parfaite. Et en fait, ce qui compte, c'est surtout le timing. Donc les gens, je vais vous dire quelque chose de très important, les gens qui font d'énormes efforts pour réduire leur consommation de sucre échouent s'ils ratent l'aspect du timing. Donc le timing, c'est pas de sucre en snack, pas de fruits ou goûter, pas de chocolat ou goûter, un tout petit peu, éventuellement après les oléagineux, mais peu, hein, parce que sinon vous êtes tout de suite farcé. Hein. La protection des oléagineux est faible, ce n'est pas une protéine forte, les oléagineux. Et donc, c'est le timing qui compte, y compris, évidemment, le petit verre de vin rouge qu'on s'offre en apéritif. Le vin rouge n'est pas très sucré, je suis d'accord, mais il y a quand même du sucre dedans, forcément, un peu. Eh bien, ce petit montant de sucre dans le vin rouge, nettement pire si c'est du rosé ou du blanc, va vous saboter tout votre après-midi sans snack sucré parce que vous le prenez en apéritif et vous allez avoir un pic de glycémie et d'insuline et vous allez faire monter votre HbA1c. Et donc, ce que vous faites à ce moment-là, si vous voulez vraiment... voilà, ici c'est la période peut-être pour une coupe de champagne. Je ne suis pas contre une coupe de champagne, mais vous allez me dire, oui, on ne va pas prendre la coupe de champagne au milieu du repas avec un gros gibier. Bon, d'accord, vous allez la prendre en apéritif, mais alors vous protégez de ce pic de sucre avec des olives, de nouveau des oléagineux. Moi, j'aime bien conseiller les olives fourrées aux anchois, c'est délicieux, c'est espagnol. Aceitunas rellenas de anchoa, hein, c'est une merveille quand c'est de bonne qualité. Ou alors, il y a toutes sortes de zakouskis qui conviennent bien. Je sais pas, quelques grosses crevettes ou
petits coquillages que vous picorez avec un petit cure-dent, enfin des choses comme ça. Vous pouvez prendre du caviar si vous êtes vraiment décidé à fêter sérieusement. Et donc, vous voyez, il y a moyen, évidemment, de respecter des plaisirs, etc. Je ne suis pas contre le plaisir, je suis contre les gens qui détruisent leur cerveau, détruisent leur santé et abîment leur mémoire avec une hémoglobine glycosylée trop haute. Allez, Goliath, viens vite. Et ces patients-là obtiennent des résultats exceptionnels en suivant cette méthodologie que je vous enseigne et qui consiste à strictement respecter la loi du timing. Ne mettez jamais rien dans votre bouche qui crée un pic de sucre et d'insuline. Alors, quand je bassine mes patients avec ces conseils très rigoureux, très exigeants au niveau des sucre et je leur fais un tel lavage de cerveau qui compense le lavage de cerveau ce que j'appelle le fat bashing, où les gens croient que ce sont les graisses qui leur font prendre du gras, mais ça c'est pas du tout vrai. En tout cas, ce n'est pas vrai pour les ApoE3 et ApoE2. Je vous rappelle, il faut quand même tester. Voilà, figurez-vous que dans les 2 dernières minutes de mon shooting, j'ai été interrompu par un coup de fil d'un confrère, le docteur Fogel de Paris, qui m'avait promis de m'appeler, mais il était question de m'appeler le matin, fin de matinée, début d'après-midi. Bon voilà, donc ça se termine. Je pense vous avoir dit l'essentiel. Ce que je crois qu'on devra encore discuter, c'est plutôt la gestion des sucres d'une manière plus globale. Parce que ce que je constate, c'est que quand mes patients surmotivés arrêtent, tous les sucres sont déchaînés. Non, docteur Mouton, les sucres, quelle horreur, non, fini, terminé. Eh bien, il y a un phénomène tout à fait fascinant. Ils ne tiennent jamais plus de 6 semaines, mais exactement 6 semaines, pas 7. Et s'ils sont super motivés, ils tiennent 6 semaines. S'ils sont moins motivés, ils tiennent 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Mais jamais au-delà de 6 semaines. Donc, il faut des sucres. Les gens ne supportent pas de vivre sans sucre et je me vois pas ne pas manger de sucre. Donc, il faut trouver un moment pour manger ces sucres. Et c'est là que je les vois en dessert, y compris les fruits. Voilà, c'est pour ça que je mets les fruits en dessert. Alors, ça se termine. Je vous montre le petit Goliath. Alors, voilà. Wow, il vous a fait un beau petit sourire. Et je vous dis à la prochaine. Salut les copains, merci, au revoir.